Bon, bonjour à tous. Bonjour à notre webinaire revue de technique des marchés. Bonjour Laurent. On t'entend pas. Faut que tu actives le micro. Là, tu es là. Bonjour Falco, bonjour à tous. Vous Super. Donc on devriez est tous m'entendre maintenant. ensemble. Voilà, j'ai déjà eu la confirmation de plein de participants. Sans OK, Falco, sans image OK. Donc bonjour tout le monde. Bienvenue, voilà, à notre nouvel webinaire et aujourd'hui le 20 avril à 17 heures, encore avec Laurent Léby. Et on va commencer tout de suite avec l'écran de Laurent et voilà, tu as vu peut-être sur le CAC 40 avant de répondre aux questions de participants. Alors effectivement Falco, il faut que tu me permettes de partager mon écran. Je vais le faire tout de suite. Voilà, afin que tout le monde puisse voir mon graphique. Voilà. Voilà, normalement vous devriez voir mon écran. Oui, moi je le vois. Est-ce que Ok, vous le voyez? c'est C'est bon? super. Tout le monde dit Ok. oui, tout va bien. Bon. Eh bien alors Falco, on va y aller. Bonjour, bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire qui est donc mis en œuvre conjointement par BNP Paribas et la FAC, l'Association française des analystes techniques que je représente. Et cela fait maintenant 7 ou 8 semaines, Falco, que nous sommes ensemble et que nous décryptons donc l'actualité des marchés financiers en vous donnant à chaque fois donc le loisir de nous envoyer les sous-jacents qui vous intéressent pour qu'on puisse les regarder ensemble, à la fois pour établir et partager ensemble un diagnostic et puis en profiter pour faire quelques rappels sur les principes de base de l'analyse technique. Alors Falco, cette semaine, on a eu des questions. On a notamment eu une question extrêmement intéressante, je trouve, sur l'utilisation des ratios de Fibonacci, comment les utiliser. On va voir ça ensemble dans quelques minutes. Et puis on a reçu également des questions concernant foncière des régions AXA et LVMH. Et puis, on peut peut-être commencer rapidement, Falco, avec un petit tour d'horizon sur le CAC 40 qui est à l'écran. On peut regarder rapidement les indices européens. Si vous le souhaitez, on peut faire un tout petit tour rapide du côté de l'euro-dollar. Et puis après, on regardera ensemble donc les ratios et puis les sous-jacents qui ont été demandés. Alors, bah écoutez, on va commencer donc avec le CAC. Journée pour le moins étonnante, hein, avec une reprise du courant acheteur très significative, puisque vous voyez à l'écran, je vais peut-être zoomer un peu pour vous permettre de bien voir ce qui se passe. On a cette énorme bougie blanche qui s'est formée, qui a ouvert donc sur le plus bas de la journée et qui n'a cessé de progresser tout au long de la séance. On est maintenant à 25 minutes et quelques de la clôture du marché à Paris. On est quasiment sur les plus hauts de la journée. Alors, bah, évidemment, ce que ça suggère, c'est que le courant qui était acheteur depuis le mois de novembre est potentiellement en train de reprendre ses droits. On a eu effectivement une consolidation sous la résistance à 5134 points, pardon. On le voit assez bien ici avec toutes ces bougies qui sont venues tester à plusieurs reprises ce niveau avec à chaque fois, hein, vous le voyez, de la pression vendeuse qui est apparue et qui a fait obstruction une première fois, une deuxième fois de façon très significative, une troisième fois où là vous voyez on a tenté de faire un breakout et puis finalement c'est une mèche haute qui s'est formée et le marché est reparti à l'envers et ça c'était en fait le signal de la consolidation voire de la correction à venir puisque c'est sur cette bougie que le marché est parti rapidement à la baisse pour aller retester la zone des 5000 points. Hier, on a fait une petite séance qui pourrait s'apparenter à un harami, c'est-à-dire un tout petit corps à l'intérieur d'une bougie beaucoup plus grande. Cela dit, ce n'est pas un harami.
pourquoi ça ressemble à un harami, mais ce n'est pas un harami? Eh bien parce que cela ne vient pas solder une tendance baissière. Les haramis sont des figures donc composées de deux bougies, une grande bougie dans le sens de la tendance, dont le corps doit être plus grand que la moyenne des corps des bougies qui la précèdent. Donc dans une tendance baissière, on doit avoir des bougies noires et puis une grande bougie noire, une sorte de bougie qui annonce une sorte de capitulation. Derrière, une toute petite bougie blanche qui montre qu'il y a effectivement une stabilisation des cours et que le momentum est en train de se tarir. Et puis par derrière, idéalement, on a une grande bougie blanche. Donc on a tout ici qui ressemble à un harami, sauf que c'est pas positionné correctement pour être labellisé, j'ai envie de dire, comme un harami. De la même manière, si on continue le raisonnement, on a une grande bougie blanche, une petite bougie, on a une grande bougie noire, pardon, une petite bougie et une grande bougie blanche. On pourrait dire ceci est une étoile du matin. Eh bien, pour la même raison que le harami, ce qui est important dans les bougies, c'est non seulement la structure qu'elles prennent, mais le positionnement qu'elles ont dans la structure globale du marché. Et là encore, pour avoir une étoile du matin validée en tant que telle, il aurait fallu qu'on ait une grande baisse qui aurait, vous voyez, été soldée par cette formation donc en étoile du matin. Donc nous n'avons rien et c'est important de le dire parce que souvent on a à tort des analystes qui annoncent des figures en bougie mais qui ne font pas attention à leur positionnement dans le marché. Donc nous n'avons rien, nous avons simplement ici une consolidation latérale bornée à la baisse à 4980 points, à la hausse à 5034 points, potentiellement. On voit bien que si la bougie du jour se clôture telle qu'elle est présentée actuellement, on devrait avoir une continuation et un nouveau test de la résistance à 5134 points. Alors est-ce qu'on aura la clôture au-dessus de ce niveau d'ici demain soir, veille d'élection présidentielle, premier tour? Rien n'est moins sûr, ça m'étonnerait même, mais enfin bon, on va laisser le marché décider, il va falloir attendre demain soir pour voir. En tout cas, force est de constater qu'on a un regain d'optimisme. Peut-être qu'il y a eu des sondages aujourd'hui qui sont sortis qui montrent que les partis extrémistes qui prônent la sortie de l'euro sont en baisse, je n'en ai aucune idée. En tout cas, il y a clairement un vent d'optimisme qui souffle et qui montre qu'on a potentiellement un franchissement à venir. Alors là où c'est intéressant, c'est que si on regarde les autres secteurs et les autres indices plutôt européens, on est dans une configuration un petit peu identique. Regardez ce qui se passe sur le DAX. Il faut que je vous le trouve. Voilà, le DAX, il est lui aussi au-dessus du support important à 11 854 points. Pourquoi c'est un support important? Pour deux raisons. La première, c'est que c'était une résistance ici qui est devenue support. Vous connaissez maintenant le principe de changement de polarité qui dit que lorsqu'une résistance est franchie, elle devient potentiellement support. C'est exactement ce qui s'est passé sur le DAX. Une fois que ce niveau à 11 854 a été dépassé ici, on est revenu le tester, on l'a enfoncé un petit peu. Et puis quand on a continué de monter, vous le voyez ici, le 22 mars, on a eu clairement un test réussi de cette nouvelle polarité et c'est à partir de là que le marché a fait un nouveau sommet. La deuxième raison pour laquelle ce niveau à 11 854 il est important sur le DAX, c'est parce que c'est le dernier creux qui précède le dernier sommet. Autrement dit, c'est le dernier pivot à partir duquel la tendance qui a été dans une phase corrective ici, le 17, 20, 21, 22 et 22 mars, cette petite correction intermédiaire à l'intérieur donc d'une tendance haussière, eh bien elle s'est terminée sur ce niveau et c'est à partir de ce niveau donc que le marché s'est remis dans le sens de la tendance sur un horizon temps supérieur. Donc support important à 11 854 et vous le voyez, le DAX a réagi à l'unisson avec le CAC au-dessus de ce niveau. Et par conséquent, on a là aussi une tendance qui reste haussière, préservée donc, et qui pourrait continuer de se déployer et retourner sur le précédent sommet du 3 avril à 12 371. Si on regarde l'Eurostoxx, on va le survoler très très vite parce que c'est vraiment pareil. Si je vous le trouve, mon petit Eurostoxx. Alors, en attendant, voilà, il est là, excusez-moi. Donc là aussi, vous le voyez, le niveau de support, le dernier creux dans la hausse à 3397 points qui a été préservé. On a un marché qui rebondit. Donc,
on est bien dans une phase corrective qui est peut-être terminée. Le dernier support dans la hausse est resté intact. Nous n'avons pas de construction de figures de retournement à court terme. Donc, les figures de retournement, elles sont intéressantes non pas parce qu'elles ont été identifiées en tant que telles, mais parce qu'elles témoignent d'un changement de consensus sur le marché, lequel, eh bien, c'est un consensus qui évolue d'une tendance vers quelque chose qui s'apparente à de la distribution. Et les processus de distribution, on a remarqué avec le temps qu'ils prenaient la forme de figures qui étaient connues, typiquement des processus de distribution. Ça existe à travers des doubles tops, des triples tops, des têtes-épaules. Mais quand on n'a pas ces processus de distribution où on a simplement un pullback, eh ben, c'est simplement un repli qui correspond soit à des prises de profit, soit un petit peu de frilosité temporaire de la part des investisseurs, mais fondamentalement, ça n'annonce pas une distribution plus massive, plus collective, qui annonce un changement durable de psychologie sur le marché, à savoir un retournement baissier. Donc vous le voyez sur le CAC, sur le DAX et sur l'Eurostoxx, on n'a rien de tout ça. On a simplement un marché qui a fait des plus hauts et qui a corrigé et qui repart maintenant vraisemblablement à la hausse. Alors, le vraisemblablement, l'adverbe, il est important en l'occurrence parce que tant qu'on n'a pas refait un nouveau sommet derrière, le risque, c'est de faire simplement une consolidation latérale, c'est-à-dire d'avoir finalement un Eurostoxx comme un DAX et un CAC qui restent coincés, vous le voyez, dans une sorte d'intervalle que vous voyez ici, et puis on pourrait tout à fait évoluer de manière latérale, comme ça. Vous voyez, c'est tout à fait possible, avant potentiellement une sortie. Donc, on est dans une tendance qui est haussière, qui pour le moment vient de corriger à très court terme, qui potentiellement donne des signes de reprise. Attention, la tendance sera à nouveau confirmée avec l'inscription d'un nouveau sommet, c'est-à-dire sur l'Eurostoxx, le dépassement du dernier sommet de court terme à 3500 points. Pour terminer sur les indices, on va juste regarder rapidement le S&P, où là aussi, on avait un support important qui était à 2325, un petit peu au-dessus. Pour le moment, on est resté au-dessus de ce niveau, puisque vous le voyez, il y a eu un rebond. On est reparti à la baisse et là, à proximité de ce niveau de support, on a eu une stabilisation des cours, c'est-à-dire des opérateurs qui sont revenus à l'achat sur le marché, qui ont soutenu les cours. Et là, pour le moment, on ne peut pas dire que ce soit très flamboyant, mais en tout cas, on a, vous le voyez, ces 5 bougies qui montrent qu'il n'y a plus de pression baissière sur le S&P à très court terme et que potentiellement, on a une zone de support qui pourrait redonner un petit peu d'espoir, de conviction aux opérateurs pour repasser donc à l'achat et relancer la tendance sur le S&P. Premier objectif, c'est ce sommet intermédiaire à 2370 points. Deuxième sommet, 2385. Et puis après, le plus haut historique à 2400 points. Donc vous le voyez rapidement en faisant donc cette revue, on voit qu'on était sur des corrections et qu'on est sur des niveaux qui pourraient signaler la fin de ces corrections. Oui, Falco. Il y a Daniel qui pose la question, est-ce qu'on n'est pas dans un triangle sur le S&P? Alors, est-ce qu'on n'est pas dans un triangle sur le S&P? Alors, j'imagine que c'est ça. Alors, attendez, je vais envoyer. Alors, pour moi, Daniel, c'est pas un triangle. Déjà, quand on se met en clôture, c'est très clair que c'est pas un triangle. Ça ressemble plutôt à un canal. Moi, je vois plutôt un canal. Pour qu'on ait un triangle, je vais refaire le chart dessous. Il aurait fallu qu'on ait quelque chose comme ça. Attendez, Falco, comme la question est très bonne, je vais vraiment essayer d'y répondre de la manière la plus exacte possible en faisant vraiment des traits parallèles. Voilà, comme ça. Comme ça. Vous voyez la différence entre
un beau triangle descendant, puisque je pense que Daniel faisait allusion à la formation d'un triangle descendant, un beau triangle descendant et un triangle descendant qui n'en est pas un. Pourquoi? Ben parce que là, on fait les deux sommets, mais derrière, on ne retrace pas sur une zone de support équivalente testée à 3 reprises, puisque vous voyez, on fait ici un plus bas, un plus bas, plus bas et un plus bas, plus bas. Donc, Daniel, je ne reçois pas 5 sur 5 votre suggestion. Je pense que nous ne sommes pas en présence d'un triangle. Nous sommes en présence soit alors, d'ailleurs, on n'est pas obligé de toujours trouver des noms sur les figures de consolidation ou de retournement. Hein. Parfois, ce sont des espèces de pâtés totalement difformes qui n'ont pas de forme connue et ce sont des processus de distribution désordonnés. Malheureusement pour nous, il n'y a pas toujours des belles têtes-épaules, des beaux triangles descendants, des beaux triple tops à nous mettre sous la dent. Parfois, on a des processus comme ça qui sont très désordonnés. Là, en l'occurrence, c'est soit rien du tout, et c'est pas grave, c'est juste une consolidation, soit effectivement, si on cherche absolument à essayer de trouver quelque chose pour labelliser cette correction, moi je trouve que ça ressemble plus à un canal de très court terme baissier. Est-ce que Daniel a une réponse par rapport à ce que je viens de dire, Falco, ou est-ce que Oui, c'est tout? oui, Daniel a tout de suite vu que, voilà, en clôture, il a dit OK, donc tout va bien. Et D'accord. vraiment, aussi, ils ont bien démontré. Merci beaucoup. Donc, voilà, grand succès, les dessins. Merci, merci Laurent. Donc, on passe à quoi, Laurent, maintenant? Eh ben, on peut regarder rapidement ensemble les ratios de Fibonacci. OK, Parce que allons-y. c'est un outil important pour essayer d'anticiper les niveaux sur lesquels une correction peut s'arrêter. Alors, déjà, en préambule, il faut dire que une tendance est faite d'impulsion et de correction, ça, vous le savez. Je vais refaire ici très rapidement l'illustration d'une tendance. Voilà. Donc vous avez des phases d'impulsion et des phases de correction, et des phases d'impulsion et ainsi de suite. Les phases d'impulsion sont forcément plus grandes que les phases de correction, c'est pour cette raison que le marché monte. Alors, les phases de correction, pourquoi elles sont intéressantes? Eh bien, parce que souvent, on va essayer de profiter d'un petit repli pour rentrer dans la tendance. Ça, c'est dans un monde idéal. On a une impulsion qui s'est déployée, la tendance est belle, elle est forte, on l'a vu, on a envie de participer et on se dit mais est-ce que je vais rentrer sur ce sommet ou est-ce que je vais essayer d'attraper un prix un petit peu plus bas? Eh bien, tous les traders qui sont comme n'importe quel consommateurs, agents économiques dans le monde réel vont essayer d'avoir le meilleur prix. Quand vous allez acheter votre kilo de tomates, vous essayez d'avoir le meilleur prix par rapport à la qualité que vous recherchez. Et bien, quand vous êtes sur les marchés, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que si vous pouvez payer moins cher pour le même actif, pourquoi pas? Donc, c'est ce que les gens font et par conséquent, ils aiment en général payer les replis, c'est-à-dire cette zone ici, cette zone ici et cette zone ici. Le problème, et il est de taille, c'est que je vais enlever ça, c'est que quand vous avez une tendance qui fait ça et qui s'arrête là, vous en êtes là. Et vous vous dites, bon, c'est intéressant, j'ai une tendance haussière, elle vient de se replier, je vais rentrer ici. Qui vous dit que le marché ne va pas descendre ici, voire jusqu'ici? Puisque je vous le rappelle, c'est très important, la tendance reste haussière tant que le dernier creux n'a pas été cassé. Autrement dit, c'est ce dernier creux qui est le niveau d'invalidation de la tendance. Ça veut dire que toute la correction qui peut avoir lieu de ce point ici jusqu'à ce point ici, eh bien, dans tout cet espace-là, vous ne savez pas où est-ce que la correction va s'arrêter. Donc, vous pouvez décider de rentrer, vous voyez ici, mais vous devez être bien conscient que si vous rentrez ici, ben votre stop, vous le mettez là.
Parce que le stop, il faut qu'il soit bien placé. Le stop, c'est le niveau qui invalide votre scénario. C'est pas le niveau que vous décidez de manière arbitraire. Le niveau qui invalide le scénario, c'est factuel, c'est objectif. C'est pas du tout lié ni à la taille de votre portefeuille, ni à la somme d'argent que vous voulez mettre, ni à l'idée que vous faites du marché. Le niveau qui invalide le scénario haussier dans notre cas, il n'y en a qu'un, il n'y en a pas deux. C'est celui-ci. Alors après, c'est à la discrétion de chacun de trouver des niveaux intermédiaires, de mettre des stops plus près, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous mettez un niveau de stop au-dessus de ce niveau d'invalidation, vous prenez le risque d'avoir raison, c'est-à-dire que vous payez une tendance haussière, mais vous prenez simultanément le risque de perdre de l'argent malgré le fait que vous ayez raison. Parce que si vous vous dites le marché va repartir à partir de ce niveau, ouais, comme ça, et puis moi je vais mettre mon stop là-dessous, ben, en théorie c'est très beau, sauf que en fait quand le marché il est là, vous ne savez pas du tout s'il va s'arrêter ou s'il va aller plus bas. Donc c'est là que vous devez revêtir votre habit de détective et que vous devez chercher des indices. Parce que pour savoir si une correction est terminée, vous allez devoir chercher sur le marché des paramètres qui vous montrent que les opérateurs, dans leur ensemble, en tant que foule, communauté, va avoir le même désir que vous au même moment. C'est quand même incroyable de penser que tout le monde va penser la même chose que vous au même moment. Eh bien, ça peut arriver. Et ça peut arriver s'il y a des facteurs qui montrent qu'il y a du soutien de la part du marché. Alors, quand je dis que ça peut arriver, ça ne veut pas dire que ça va arriver. Parce que là, ça serait trop beau. Alors là, si on était sûr que la correction était terminée à un certain niveau, on vendrait la maison, la voiture, sa femme, le chien, et tout l'argent le mettrait sur le marché et pour jouer la reprise de la tendance. Donc, c'est évident qu'il ne faut surtout pas faire ça. Sur le marché, lorsqu'on intervient, il ne faut jamais avoir de certitude. Jamais. C'est le meilleur moyen de perdre de l'argent. En revanche, vous devez chercher un faisceau d'indicateurs qui vous montrent que, du point de vue des probabilités, il y a une grande chance pour que les opérateurs reviennent sur le marché à un certain niveau. Alors, qu'est-ce que c'est ces paramètres? Ça peut, par exemple, être le passage d'une moyenne mobile haussière qui accompagne le mouvement et qui passe donc à proximité de la correction. Alors vous voyez, regardez, je vais enlever ça. Puis là, par exemple, je vais mettre une moyenne mobile à 20 périodes. Je vais mettre à 50 périodes. Là, j'ai une moyenne mobile, vous voyez, qui est loin des cours et qui ne joue pas vraiment le rôle d'arbitre dans les replis. Alors, si je mets une moyenne mobile à 20 périodes, elle est déjà beaucoup plus pertinente. Vous voyez, ici, 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 vous le voyez, elle est support, et puis une fois qu'elle est cassée, elle devient résistance. Donc, un moyen pour savoir où est-ce qu'une correction peut s'arrêter, c'est par exemple voir s'il y a une moyenne mobile qui passe à proximité des cours. C'est un facteur. Ce n'est pas forcément le plus puissant, mais c'est un facteur à considérer. Le deuxième facteur qui peut être envisagé, c'est justement est-ce que la correction s'est arrêtée sur un ratio de Fibonacci? Alors, les ratios de Fibonacci, il y en a principalement 3. Ce sont des niveaux de retracement, c'est-à-dire que quand un mouvement a donné, quand un mouvement s'est déployé et qu'on a le sentiment qu'il va maintenant corriger, le premier niveau de correction, c'est 38% de la hausse précédente. Okay, le deuxième niveau, c'est 50. Et le troisième niveau, c'est 62. Alors, quand un marché est haussier et qu'il retrace de 38%, c'est le repli qui est le plus faible, c'est le premier, et qui en général, s'il génère un rebond, va dans la majorité des cas, on va dire, déboucher sur un nouveau sommet. Si le marché retrace de 50%, ça veut dire qu'il a rendu la moitié de toute sa progression. Ça veut dire qu'on a quand même une pression baissière un petit peu plus significative. Autrement dit, on va sur un rebond viser le précédent sommet, voire plus si effectivement il y a dépassement.
En revanche, en ce qui me concerne, quand on retrace de 62%, l'objectif que je me fixe dans cette configuration, c'est le précédent sommet. Ça ne veut pas dire que parce qu'un marché a retracé de 62%, il ne va pas faire un nouveau sommet. Mais ce que ça veut dire, c'est que si on parle de trading pendant 2 minutes et qu'on laisse tomber l'analyse technique, en trading, si je rentre sur un retracement de 62%, je vais me fixer un objectif sur le précédent sommet. Et quand on arrivera sur le précédent sommet, soit effectivement je prends la moitié de mes gains et puis je me dis bah je vais laisser courir l'autre parce qu'on est quand même dans une tendance haussière. Soit quand on arrive sur le précédent sommet, je vois plein d'autres signaux qui me montrent qu'il va y avoir une consolidation qui va être durable et que, par conséquent il vaut mieux que j'alloue mon argent différemment sur un autre actif. Par exemple, je sais pas, on arrive sur le sommet, sur le précédent sommet et puis j'ai un MACD qui fait un plus haut nettement moins haut, où j'ai une divergence significative sur le rate of change, où je fais un décompte héliotiste et je compte une 5e vague et je vois que je suis dans une 5e vague et que par conséquent j'ai peut-être pas beaucoup d'upside. L'idée c'est que 38% on vise un nouveau plus haut, 50% un nouveau plus haut ou le précédent sommet, 62% toujours le précédent sommet, en ce qui me concerne. Oui, Falco. Laurent, il y a deux questions, même trois en fait, mais il y a deux spectateurs qui posent des questions. Donc il y a Philippe qui dit j'aurais deux questions sur le retracement de Fibonacci après l'explication pédagogique de Monsieur Albi. Comment tracer les extensions Fibo? 2, comment utiliser et interpréter les arcs temporels des Fibo? Oui, d'accord. Après, il y a Stéphane qui dit, voilà, pouvez-vous placer les Fibos sur la courbe? Merci. Oui. Alors, on va commencer par Stéphane parce que c'est le plus simple, Falco. Comment on place les ratios de Fibonacci? Alors, la grande question, c'est toujours de savoir est-ce que j'utilise les mèches et les points extrêmes de la séance ou est-ce que je n'utilise que les clôtures? Je n'ai pas d'avis tranché là-dessus. J'essaie d'utiliser le bon sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Si par exemple, j'ai sur 2 journées consécutives 2 mèches qui se sont arrêtées au même niveau, vous comprendrez que ce sont des niveaux qui ont été testés en intraday et qui, chaque fois, ont généré un rejet de la part du marché. En l'occurrence, ce sont des mèches basses qui ont généré donc des achats. Donc, si j'ai 2 mèches au même niveau, je considère les mèches. Si j'ai par exemple une mèche basse le 1er avril et une clôture au même niveau que la mèche basse le 15 avril, je vais utiliser la mèche et la clôture puisqu'elles valident le même niveau. Si, au contraire, j'ai une très longue mèche basse et que quand je vais en intraday, je vois que cette mèche basse, elle correspond en fait à un mouvement que je suis obligé sur lequel je suis obligé d'aller en 5 minutes pour pouvoir l'identifier, pour retrouver la mèche. Je me dis, et qu'il n'y a pas de volume. Je me dis peut-être que c'était quelque chose qui a été du bruit et que le niveau n'a pas été véritablement testé. Donc, ce que j'essaye de faire, c'est de trouver les niveaux qui ont été véritablement, qui ont véritablement existé. Et si j'ai 2 séances clôture et mèche qui valident le même niveau, alors je vais prendre ce niveau-là. Si en revanche, je n'ai pas ça, personnellement, a priori, je privilégie les clôtures, mais c'est quelque chose de personnel et pas une loi que vous devez retenir comme inscrite dans le marbre. Moi, je considère que le prix le plus important de la journée, c'est le prix de clôture. Donc, dans le doute, mes Fibos, je les trace à partir des clôtures. Maintenant, si pour une raison ou une autre, je décide d'utiliser les mèches,
Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire courir les ratios de Fibonacci sur des mèches pour trouver l'intégralité de la hauteur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Si je pars ici d'une clôture, a priori, je vais aller jusqu'à cette clôture. Okay? Si je me mets en mèche, a priori, je vais aller de mèche à mèche. Ok? Alors, si on se met là, par exemple, voilà, de mèche à mèche, on voit que sur le S&P, le retracement, il a été de 23%. C'est-à-dire, c'est un niveau de retracement dont je ne vous ai pas parlé, qui est extrêmement faible et qui montre que, en fait, la correction et c'est vraiment le minimum syndical requis, quoi. Le 23%, c'est le premier niveau de retracement qui peut être considéré, même si moi je trouve que c'est pas un niveau très fort. Enfin, vous le voyez ici, on s'est quand même arrêté à 23%. Alors, si on prend un autre marché, peut-être où on va trouver d'autres ratios. Voilà, par exemple, sur le CAC, on voit que on s'est arrêté quasi parfaitement sur le 38% de la dernière hausse. Alors, maintenant la question c'est quelle hausse dois-je prendre pour calculer mes Fibos? Est-ce que c'est la dernière hausse? Est-ce que c'est cette hausse-là? Est-ce que c'est cette hausse-là? Que dois-je considérer? Alors, ce qui est important, c'est que lorsque vous prenez deux horizons de temps différents, c'est-à-dire l'impulsion ici de court terme et l'impulsion ici qui n'est pas vraiment du moyen terme mais qui est du court terme plus long, parfois vous allez avoir des niveaux de retracement de Fibonacci qui vont converger, des niveaux différents qui vont converger. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, par exemple, en faisant ça, vous allez avoir un 38%. Okay? Et en prenant un horizon de temps plus grand, vous pouvez avoir un autre niveau de retracement qui va s'afficher sur le même niveau. Alors, regardez, je vais illustrer cette idée parce que c'est très important que vous la compreniez, parce que ça renforce justement les ratios de Fibo. Alors, attendez. Il faut que vous me laissiez travailler pendant 5 secondes pour que je puisse illustrer mon idée. Voilà. Donc là, vous avez par exemple une tendance haussière qui retrace à 38%. OK? Alors, maintenant, imaginons que là, voilà, je vais vous expliquer ce que je viens de faire. Là, vous avez une tendance haussière indiquée en rouge qui a corrigé et qui s'est arrêtée, donc vous le voyez ici, sur un 38%. Et puis, imaginons qu'on ait eu une première impulsion haussière ici, et que là, on ait eu, c'est pas bien illustré à l'écran, mais que là, on ait eu une zone de consolidation latérale longue, et qu'au terme de celle-ci, on reparte à la hausse
et que vous vous disiez, eh ben, je vais aussi calculer le ratio de Fibonacci, les ratios à partir de cette deuxième impulsion. Eh bien, en faisant cela, vous allez arriver ici sur ce qu'on appelle un cluster de Fibo. C'est-à-dire que vous allez arriver ici sur un retracement de 38% de toute la hausse précédente et un retracement de 50% de cette impulsion haussière. Et donc, quand vous avez des ratios de Fibonacci qui convergent en prenant des points de départ différents qui correspondent à chaque fois au départ d'impulsion et que ces niveaux donc sont identiques, que ces niveaux convergent sur des zones de prix qui sont identiques, ça renforce d'autant le niveau potentiel de support dans le cadre d'une tendance haussière et qui par conséquent va vraisemblablement attirer les acheteurs. Donc, pour résumer sur les ratios de Fibonacci, premièrement, a priori, si vous prenez des clôtures, prenez-les en bas et prenez-les en haut, plutôt que de prendre des clôtures en bas et des mèches en haut ou le contraire. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est que, a priori, moi, je cherche le maximum de contact sur une zone de prix. Donc, quand je pars pour calculer mes ratios, j'essaye de voir si le niveau de prix a été envisagé, a été testé à plusieurs reprises. Ensuite, quand je vois ce que ça donne quand je fais le ratio sur l'intégralité de la tendance, j'essaye de voir s'il y a des mouvements impulsifs plus courts qui me donnent des ratios qui sont identiques pour voir si effectivement je vais avoir des niveaux de soutien qui sont forts. Et à tout ça, je vais également essayer de trouver d'autres éléments techniques qui vont me permettre d'échafauder un scénario parce que j'ai justement une convergence d'éléments qui me montrent que sur le niveau identifié, je vais avoir des opérateurs qui vont repasser à l'achat. Comme je vous le disais, ça peut être des moyennes mobiles, mais ça peut être aussi des figures, ça peut être des décomptes, ça peut être sur un RSI qui repart à la baisse et qui va rebondir sur la zone des 50 ou des 40. Donc voilà, je vais essayer de chercher le maximum. Ça peut être des volumes qui repartent à la hausse sur un niveau de support qui me montre qu'il y a effectivement un travail qui est effectué et qui va relancer la dynamique. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de coupler en fait les informations que me donnent les ratios de Fibonacci avec d'autres éléments techniques, sachant que plus j'ai d'éléments qui convergent, plus j'ai de chances a priori d'avoir un support qui tienne bon. Alors attendez, je vais me remettre voilà, sur le chart du CAC. Alors regardez, quand on fait par exemple le retracement de cette impulsion sur le CAC, on voit que le 38% a été le niveau qui a généré de nouveau donc des achats 4 fois de suite. Ok. Alors attendez, je vais enlever ça. Quand je cherche à voir s'il y a un ratio de Fibo qui a été trouvé sur cette impulsion ici, je vois que j'en ai pas. Le marché a été suffisamment fort pour ne pas baisser jusqu'au 38%. Donc on n'a pas tout le temps hein, des ratios qui fonctionnent. Quand je me mets ici, comme je vous le disais tout à l'heure, le 38%, il a été parfaitement identifié par le marché. Alors, on va changer de marché. Oui, Falco, tu voulais me dire quelque chose? Oui, bah, non, je sais pas, mais on a toujours la question de Philippe concernant les deux questions, comment tracer l'extension FIBO, mais c'est ce que tu es en train de faire là, non, ou pas?
Alors, non, pas exactement, parce que les extensions de Fibo, c'est encore autre chose. Alors, juste pour voir si on trouve un Fibo ici, vous voyez, quand on prend cette impulsion-là, quand on prend cette baisse ici, on voit que le marché est allé chercher le 62% de retracement de toute cette baisse. Ok, donc le 62%, il est là. Je l'ai mis en gris. Maintenant, on va prendre toute la baisse précédente et on voit que le 50%, il est là. Vous voyez? Donc j'ai un 50% ici et un 62% ici. Ça veut dire que si j'enlève ça, vous voyez que cette zone ici, c'était une zone de résistance relativement importante du point de vue des ratios de Fibonacci, parce que c'était 62% de retracement de cette baisse et c'était 50% de retracement de cette baisse. Par ailleurs, tout à l'heure, je vous parlais de cluster. Regardez, ici, on a une zone de support qui, une fois franchie, devient potentiellement résistance, ok, par le truchement du principe de changement de polarité. Donc, on avait ici ce support qui devenait résistance. Donc, on avait sur ce niveau entre 1240 et 1260 un ratio de Fibonacci de 50%, un ratio de retracement de Fibonacci de 62%, un support qui devenait résistance. Ok. Maintenant, regardez, si je trace une ligne de tendance, on a, vous le voyez, un point de contact, deux points de contact, trois points de contact, quatre points de contact, cinq points de contact. Ok. On a ici une ligne de tendance qui passe par une zone ici. C'est-à-dire que on comprend bien qu'on a des ratios de Fibonacci, on a une polarité et on a une ligne de tendance qui peut faire potentiellement obstruction. C'est une zone, hein, vous voyez bien que le marché il a retracé avant d'avoir touché la ligne de tendance. Mais vous voyez bien qu'il y a une zone qui fait que on a plutôt envie de vendre quand on arrive à proximité de celle-ci. Si maintenant j'enlève ma ligne de tendance et que je mets une moyenne mobile à 200 périodes, vous voyez qu'elle passe également autour de ce niveau à 1260. C'est ça ce que j'appelle un cluster d'indicateurs techniques. Une moyenne mobile, une ligne de tendance, des ratios de Fibonacci. Quand on a effectivement tous ces éléments qui convergent entre 1250 et 1260 et qu'on a payé la tendance haussière à partir de 1120 quelque part dans la tendance et qu'on est par ailleurs sur un mouvement qui est baissier et qu'on peut se dire par conséquent que la hausse qui est ici, c'est une correction de la baisse sur un horizon de temps supérieur, eh bien c'est justifié et judicieux de prendre ces bénéfices entre 1240 et 1260 parce qu'on voit bien qu'il y a techniquement des éléments qui vont être reconnus par le marché et qui vont faire que finalement il va y avoir pas mal de profit taking qui va avoir lieu sur cette zone et que par conséquent ça aura beaucoup de difficultés à être franchi du premier coup. Ça ne veut pas dire encore une fois que parce qu'on a un cluster d'indicateurs techniques que le niveau ne va pas être dépassé. Mais ce que ça veut dire, c'est que vraisemblablement, il faudra s'y reprendre à plusieurs reprises pour qu'il soit dépassé. Ça veut dire que, encore une fois, si on se place du point de vue du trading et que vous êtes rentré long sur Gold et que vous vous demandez où est-ce que vous pourriez prendre vos bénéfices, et ben cette zone 1240, 1260, donc pour couper au milieu 1250, c'était une zone sur laquelle il était pertinent d'envisager de prendre au moins une partie de ses bénéfices parce qu'on voyait bien qu'il y avait beaucoup d'éléments qui montraient que ça allait potentiellement rebaisser derrière. Oui, Falco. Merci Laurent donc pour toutes ces explications qui évidemment ont conséquence plein de questions parce qu'il y a tout le monde qui est intéressant, surtout Philippe qui a rajouté une question encore un peu plus précise et détaillée sur tout ce qui est Fibo. Et je propose qu'on s'arrête au niveau de Fibo là pour aujourd'hui parce qu'on a encore accès à LVMH et il nous reste 14 minutes. Donc peut-être si tu es d'accord, on fera encore D'accord. une concentration sur les fibos la semaine prochaine. Il y a aussi Stéphane qui pose la question
plus courte peut-être, donc on va la peut-être faire vite fait. Quels sont, à votre avis, les meilleurs outils à coupler avec Fibo? Alors, Si c'est trop long, c'est la semaine prochaine, il oui. n'y a pas de souci. Non, mais en fait, j'y ai jamais réfléchi en ces termes. Euh, Moi, ce que j'aime bien, euh, ok, pour répondre concrètement à la question, les polarités. Voilà, Ah, c'est une réponse tranchée. Voilà. Donc, voilà, Stéphane. il y a On passe toute à une l'axe, il y série a LVMH. il y a toute une série d'éléments qui vont bien avec, mais quand j'ai un ratio de Fibo qui tombe avec un changement de polarité potentiel, ça me montre a priori que ça va être un niveau très difficile à franchir du premier coup. Beaucoup Bon, plus que si j'ai une moyenne mobile ou une ligne de tendance ou quelque chose dans ce genre. Stéphane est très content et Yann, il propose aussi qu'on fait la semaine prochaine encore les FIBO et dans cette webinaire de la semaine prochaine, on va regarder un peu aussi les questions bien détaillées de Philippe et je propose qu'on passe maintenant à LVMH et AXA si tu es d'accord. Oui, juste Falco, il faut demander à Yann qui t'envoie précisément la question qui Non, l'intéresse sur les c'était FIBO. Philippe. C'était Philippe. C'était On a Philippe, par ouais, email. par email, oui, exactement. Philippe qui nous envoie la question. J'ai le chat ici, mais bon, j'ai déjà sauvegardé tous les infos. Donc, on passe à l'AXA et l'LVMH. Il nous reste 12 minutes. Ok. Alors, AXA, c'est sur quel horizon de temps, Falco? C'est pas précisé. J'imagine que c'est pas précisé. Alors, de toutes les façons, maintenant, vous me connaissez, donc vous savez comment je procède. C'est-à-dire que j'essaye toujours de commencer mon diagnostic par la lecture de ce qui se passe sur l'actif sur un horizon de temps supérieur. Ça veut dire que si AXA, l'horizon de temps considéré, c'est du daily, je commence par du weekly pour avoir ce qu'on comment dirais-je le contexte général pour voilà comprendre où est-ce que je suis, d'où est-ce que je viens, et essayer de saisir un petit peu le consensus et la psychologie qui est à l'œuvre sur le marché en question. Donc là, vous le voyez sur AXA, on voit qu'on est sur des plus hauts historiques. Donc déjà, à quoi ça sert de savoir qu'on est sur des plus hauts historiques? Bah, qu'on est sur un titre qui est fort. C'est ça ce que ça donne comme information. On a fait une clôture au-dessus, puis on a retracé derrière, mais globalement, vous voyez qu'on est dans l'angle supérieur droit de l'écran. Autrement dit, on a des acheteurs qui dominent les échanges. Alors maintenant que j'ai dit ça, je veux mettre en 5 ans hebdomadaire et on voit effectivement, donc je sais quand je regarde ce chart maintenant, je sais que je suis tout près des sommets historiques qui sont donc un petit peu au-dessus de 24,70. Ces sommets historiques qui sont ici, ils ont été dépassés et puis derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Patatras, on est reparti à la baisse. Autrement dit, on a eu une fausse sortie et une réintégration immédiate, à ceci près que cette réintégration immédiate, elle s'est vite arrêtée, puisque vous le voyez, la correction, elle est passée de 24 à 22, et tout de suite, on a eu de nouveau des opérateurs qui sont repassés donc à l'achat sur AXA et qui sont revenus titiller, j'ai envie de dire, le niveau de résistance à 24,70. Donc maintenant, il y a deux niveaux qui m'intéressent sur AXA. Laurent, juste pour te dire, en fait, c'était Robert Henry qui aujourd'hui est dans le webinaire avec nous et sur AXA, il n'a pas donné d'un horizon de temps. Donc, Robert Henry, si vous voulez dire un horizon de temps, mais sinon, c'est pas D'accord. grave. Bon, il est déjà bien avancé, hein. D'accord. Alors, donc, sur AXA en hebdomadaire, je constate que je suis sur un trend latéral, sur une tendance plate à moyen long terme, borné à la baisse à 16 euros à la hausse à 24,70 euros. Première observation. Deuxième observation, je suis dans une tendance haussière depuis juillet 2016, puisque vous le voyez, c'est depuis cette date qu'on est passé de 16 à 24 de manière impulsive et que on est par conséquent dans un trend qui est haussier. Donc, moyen long terme neutre, court moyen terme haussier, deux niveaux à surveiller sur AXA.
à la hausse le dépassement de 24,70. Si effectivement on avait un franchissement de cette résistance, eh bien ça voudrait dire que cette zone de consolidation latérale qui dure finalement depuis mars 2015 est terminée et on ferait un nouveau sommet historique et par conséquent on aurait une tendance haussière de long terme qui serait à nouveau confirmée et qui pourrait donc continuer sa progression. À la baisse, le niveau qui m'intéresse, c'est 21,80. Pourquoi? Parce que vous le voyez, après la réintégration sous la résistance, c'est le niveau de support qui a été trouvé par le marché qui correspondait à cette petite congestion ici à 22 euros. On a rebondi à partir de 21,80, 22 euros et on est revenu donc à proximité de la résistance. Donc, tant qu'on est là-dedans, entre, je vais simplifier les choses, entre 22 et 25, tant qu'on est dans cet intervalle, on est en consolidation. A priori, parce que j'ai une tendance haussière de long terme et parce que j'ai une tendance haussière de court terme et que je suis dans une consolidation, je vais privilégier a priori la sortie haussière. Donc a priori, ce que je vais surveiller, c'est le dépassement de la résistance. Une fois que j'ai dit tout ça, je vais descendre à court terme. Je vais retrouver donc cet intervalle ici de consolidation et je vois qu'en fait AXA est en train de rebondir à l'instar de ce qui se passe sur le CAC 40 avec une grande bougie blanche. Alors, on a ici un petit niveau de gap qui n'a même pas été testé comme support. Autrement dit, on a un titre qui repart à la hausse alors qu'il n'est pas allé chercher son support. Alors, c'est toujours une situation un petit peu inconfortable puisque je vous ai dit que c'était un titre qui était très fort et comme il est très fort, et c'est peut-être parce qu'il est très fort justement qu'il n'est pas allé chercher son support. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Moi, je vais vous dire ce que je fais moi. Si j'ai une forte conviction sur AXA et que je pense que le titre va dépasser, je ne peux pas, je suis dans l'obligation, et c'est pour ça que la situation est inconfortable, je suis dans l'obligation de laisser mon stop d'invalidation sous le support, c'est-à-dire de le laisser sous 21,84. Et si je veux rentrer tout de suite, parce que j'ai l'impression que ça va monter tout de suite, et que je paye le prix actuel, c'est-à-dire 23,29, vous voyez, je rentre assez loin du support. Donc, il y a deux cas de figure. Soit vous vous dites, eh bien, je n'ai pas d'opportunité, puisque moi, j'aurais voulu payer le support et le titre n'est pas allé sur le support, donc j'ai pas de timing, je ne peux pas rentrer aussi loin. Premier cas, vous attendez une meilleure opportunité avec un risque moins grand. Soit, la deuxième possibilité, c'est de dire, je vais rentrer une demi-position. C'est-à-dire que je suis dans une situation qui n'est pas confortable. J'ai quand même envie de rentrer, même si je suis très loin du stop. Je pense que le marché va repartir maintenant direct, tester la résistance. Donc, comme j'ai pas envie de prendre un risque qui mettrait à mal mon money management, je vais prendre une taille plus petite pour compenser justement le fait que je suis loin du stop. Et donc, je rentre maintenant. Mais ce qui est surtout très important, c'est de laisser le stop sous 22 euros. À quel moment j'ai le droit de remonter mon stop? Déjà, si je dépasse ce niveau à 24,38 €, alors je peux remonter mon stop ici. Parce que si effectivement on va chercher cette zone, on ne doit plus retourner sur la zone de support à partir de laquelle le marché a rebondi. Donc, en synthèse sur AXA, on est à très court terme dans un trading range latéral. Le marché est potentiellement en train de rebondir très loin du support. Donc, du point de vue du trading, c'est une situation inconfortable. Du point de vue de l'analyse, ce n'est que sur le franchissement de la résistance qu'on aura une confirmation de la reprise de la tendance haussière et ce n'est que sur la rupture du support qu'on aura le signal d'une consolidation plus profonde qui pourrait pour le coup baisser vers 19 euros. Voilà Falco. Super, super. Merci beaucoup Laurent pour AXA. Maintenant, il y a Jacqueline qui est aussi avec nous, qui nous envoie un email avec la question. Donc, voilà, il dit, nous venons d'avoir l'Assemblée générale de LVMH qui est à ses plus hautes historiques au court moyen terme. Pensez-vous qu'il sera vraiment judicieux de prendre le plus-value réalisé si tel est le cas? Le dividende va être versé, une petite correction s'en suivra. La sagesse éventuelle serait-elle bien de se rappeler que le titre ne grimpe pas jusqu'au ciel? Alors, effectivement,
Alors, sur LVMH, on est en présence d'un titre qui est très fort. Euh, Regardez, en 30 ans hebdomadaires, c'est vrai que ça fait un peu peur. On a eu un départ haussier en janvier 2009, ensuite de nature impulsive. On a eu ensuite une très longue consolidation haussière qui a débouché sur une autre impulsion haussière qui a amené les cours sur 160. À partir de là, on a eu une très grande phase de consolidation entre mars 2015 et juin 2016. Et depuis, on a eu cette oblique baissière qui a été dépassé, vous le voyez ici. On a un marché qui est reparti en quasi-ligne droite et on a un momentum qui est extrêmement fort. Alors, première observation, elle a raison, notre auditrice, quand elle dit que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel et que par conséquent, c'est un petit peu délicat de vouloir rentrer maintenant sur LVMH. En même temps, on sait bien que le propre d'une tendance, c'est qu'on ne sait pas jusqu'où elle peut nous emmener. Autrement dit, c'est vrai qu'on vient de dépasser 200, mais peut-être qu'on va aller à 250. En fait, tant que la tendance n'a pas été invalidée, on est dans l'obligation de l'accompagner et de rester dans le mouvement. Alors, rapidement, quand on voit, moi je me sers de temps en temps de l'ADX, je ne vais pas vous expliquer concrètement comment il est construit parce que c'est assez compliqué, mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il indique quelle est la puissance du mouvement. Et là on voit bien qu'il est dans une zone très haute, à 56, qu'il avait fait au préalable un plus haut à 65 et que par conséquent on est sur une zone de prix où il ne devrait pas être étonnant d'assister au moins à une consolidation. Je ne dis pas du tout qu'un ADX en surchauffe indique forcément un retournement, mais en tout cas, quand il monte sur des niveaux extrêmement élevés, en général, ça débouche sur des prises de profit et une consolidation. Donc ça, c'est la première chose. On a un ADX qui est fort. Ceci dit, c'est pas parce que l'ADX est fort que la tendance va pas continuer de monter. Donc, dans ces cas-là, il y a une façon de faire qui est relativement simple et qui est de gérer par le stop. C'est-à-dire que vous devez correctement identifier les niveaux qui, s'ils étaient enfoncés, signifierait que on est potentiellement en présence d'un marché qui va consolider. Et là, si on prend la dernière impulsion haussière sur LVMH, là, je vais essayer de faire un lien avec ce que j'ai dit précédemment. On va essayer de regarder ce que nous disent les ratios de Fibo. Alors, si je fais partir mon ratio à partir de la dernière impulsion, vous voyez que j'ai un premier niveau ici qui, alors attendez, voilà, j'ai un premier niveau ici à 38% qui me montre que on ne doit pas aller plus bas. Ce qui est intéressant avec ce ratio de Fibo, c'est que si je l'enlève, il y a aussi un niveau de polarité. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai eu un sommet qui a débouché sur des prises de profit extrêmement brèves, peu profondes. Hein. Tout de suite, on repart à la hausse, on revient tester la résistance, on finit par dépasser, attendez, je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir parce que c'est vraiment très intéressant. Donc, résistance marginalement dépassée, on la travaille, on la dépasse, on la réintègre, on la redépasse, on la réintègre, on finit par la dépasser, elle sert de support et après, on continue de s'échapper. Ça veut dire que j'ai ici un 38% de retracement de Fibonacci, un niveau de retracement couplé avec une polarité. Et là, ça veut dire que tant que je suis au-dessus de ce niveau, je n'ai même pas à réfléchir. Je reste dans le marché. Et en fait, ce que je vais essayer de faire,
c'est de monter mes stops qui correspondent en fait à des niveaux de protection de bénéfices, des niveaux de protection de profit, pour que dès que le marché va corriger de manière un petit peu plus substantielle qu'auparavant, eh bien, je vais être sorti du marché et je vais pouvoir loquer mes gains. Donc là, c'est un exemple parfait de l'utilisation pertinente des ratios de retracement de Fibonacci à l'intérieur de la dernière impulsion haussière, couplée avec d'autres éléments techniques, en l'occurrence un changement de polarité. Ce que je peux faire également, c'est de mettre une moyenne mobile à 20 périodes, c'est-à-dire un mois de trading, et vous le voyez, depuis que l'impulsion haussière a démarré, les cours n'ont jamais clôturé sous la moyenne mobile à 20 périodes. Ça veut dire que je pourrais me dire également, dès que j'ai une clôture sous la moyenne mobile à 20 périodes, je sors un quart de ma position, un tiers de ma position ou la moitié de ma position. La deuxième moitié, si je sors 50%, ben je vais la laisser courir jusqu'à ce qu'on retourne sur ce niveau, si on y retourne. Et c'est que si on retourne et qu'on casse ce niveau de support que je vais sortir la totalité de ma position. Mais en fait, il ne faut pas se limiter soi-même quand on observe une tendance. Il ne faut pas avoir peur, et c'est très difficile, mais on gagne de l'argent quand on arrive à le placer, justement, son argent à l'intérieur d'une tendance. Et c'est trop dommage quand on a la chance ou la perspicacité d'avoir identifié une tendance et de gagner de l'argent à l'intérieur d'une tendance, de sortir prématurément parce qu'on se méfie du marché et on n'a pas confiance dans le fait que la tendance va continuer. C'est trop dommage parce que le marché n'est pas fondamentalement, systématiquement en tendance, loin de là. Donc quand on a la chance d'en capter une, il faut rester à l'intérieur. Et il ne faut pas limiter son esprit et avoir le vertige quand on voit les gains qui s'accumulent en se disant mais j'ai déjà gagné 1000 euros, mais j'ai déjà gagné 2000 euros, mais j'ai déjà gagné 3000 euros. Et par conséquent, on voit le vert qui augmente et on se dit oulala, il faut vite que je sorte parce que tout va disparaître. C'est légitime, c'est humain, mais c'est pas la bonne attitude. Il faut essayer de garder la tête froide et essayer d'identifier les niveaux qui invalident la tendance. Pour ce faire, vous avez des indicateurs techniques, en l'occurrence les ratios, vous pouvez vous habituer à les utiliser pour comprendre comment ils fonctionnent. Vous pouvez toujours mettre une moyenne mobile et puis surtout, on en a beaucoup parlé ensemble lors des derniers webinaires, vous pouvez toujours, et maintenant vous devez être capable de le faire, quel est le dernier creux à l'intérieur de la tendance qui invaliderait le mouvement actuel. C'est super important de comprendre la succession de creux et de sommets qui sont ascendants et de savoir quels sont les creux qui sont importants et qui invalident la tendance. Et tant que ces creux-là n'ont pas été enfoncés, vous devez serrer les dents et rester dans la tendance. C'est la seule façon que vous aurez de gagner de l'argent de manière significative. Rester dans la tendance, mais une fois que vous l'avez fait, c'est trop dommage de ne pas en profiter, donc essayez de rester dedans en gérant votre position par le stop. Bon, merci Laurent pour cette super explication. Jacqueline est très contente. Elle dit merci par ce judicieux conseil. Je vais essayer de les mettre en pratique. Voilà. Et aussi Stéphane dit un mot très très bon. Merci pour cette belle séance très instructive une nouvelle fois. Donc merci Laurent. Merci à vous d'avoir été avec nous pour cette nouveau webinaire sur les revues d'analyse technique. Donc, merci. Et voilà, on dit à la semaine prochaine pour un nouvel webinaire avec Laurent Albi, président de l'AFAT et BNP Paribas. Donc, je vous dis merci beaucoup, une bonne soirée, un bon week-end et à la semaine prochaine. Au revoir. Merci Falco, bonsoir à tous et à la semaine prochaine.